Très bien, on est OK. parti? Let's go! Bon, bah, écoute, mon Pierre, ça fait, peut-être 1 an que j'ai écrit, tout le contenu de cette masterclass. J'ai plus forcément, tout en tête, mais c'est pas grave. On va reprendre ça, petit à petit. En tout cas, je pense que c'est important, de partager après les supports écrits pour ceux qui auront envie de, creuser certains concepts. J'ai envie, sur, ces, versions audio, ces versions orales de plutôt parler de cas pratiques, qu'on soit plutôt sur quelque chose de vivant et dynamique que sur des concepts, un peu théoriques. Donc je vais quand même suivre un petit peu mon plan, mais je pense qu'on va aller assez vite sur certains sujets parce qu'il y en a qui, à mon avis, sont plus adressables et qu'on peut suivre, en le lisant et qui se lisent, très bien. Donc la 1re partie, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, était liée, au mindset, de l'entrepreneur. Je pense qu'il y a des questions qui sont importantes à se poser et puis, j'ai pu constater autour de moi, des tas de patterns, de problématiques, qu'ont les gens qui veulent se lancer, parce qu'on me sollicite souvent pour me demander des conseils et cetera et donc je sais que quand on a une idée, quand on a envie de se lancer, on est un petit peu tout feu sous tout flamme et d'ailleurs, c'est génial d'avoir, cette espèce de ferveur, de feu intérieur qui est capable de transcender le corps, de déplacer des montagnes. Et c'est une force qui est hyper puissante, grisante et extrêmement utile parce que c'est celle qui nous permet de faire face à toutes ces difficultés et puis à cette espèce de différentiel entre l'énergie qu'il faut pour lancer une boîte et le moment où elle va commencer à marcher et on va voir des résultats. Donc c'est génial et en même temps, parfois, ça peut nous pousser à faire des erreurs. Donc même si c'est une partie qui est peut-être moins concrète, j'encourage ceux qui suivront cette masterclass à quand même regarder ces parties-là. Donc la première, le 1er élément, il est lié au fait de d'oser. Je pense que on cherche tous, on a tous envie, de trouver un sentiment de sécurité dans nos vies, sécurité matérielle, parce que ça nous permet, de répondre à nos besoins, physiologiques, à nos besoins, de sécurité, sécurité sociale parce qu'on a peur d'être mal perçu par son environnement, si, on échoue. D'ailleurs, en France, l'échec est vu comme quelque chose de très négatif, alors que c'est une voie d'apprentissage extrêmement vertueuse et puissante. Et donc, parfois, c'est difficile de se lancer, surtout quand on a la sécurité d'un salaire, d'un CDI qui nous permet d'avoir des revenus stables tous les mois, toutes les semaines. Et donc, j'ai la sensation que parfois, on s'empêche de vivre la vie dont on rêve simplement parce qu'on s'enferme un peu dans cette prison dorée, dans ce salariat et on reste un petit peu dans cet entre-deux qui est de bah, j'aimerais bien me lancer et en même temps, j'ai peur de passer à l'action. Hem et puis malgré tout, on idéalise peut-être l'entrepreneuriat en pensant que, être entrepreneur, c'est être libre, c'est avoir, aucune contrainte et cetera. Je pense pas que ce soit le cas. Je pense qu'au contraire, c'est d'autres types de contraintes. Peut-être que la grosse différence, c'est que les contraintes de l'entrepreneuriat sont des contraintes qu'on choisit plutôt que des contraintes qui sont imposées par l'extérieur. Mais, je le sais par expérience, il y a des, j'ai eu des périodes où, je me mettais une telle pression, cette volonté d'être exemplaire, notamment par rapport à mes salariés, à mes collaborateurs, que je voulais être le premier arrivé au bureau, le dernier à partir le soir et que, d'une part, je travaillais énormément et qu'en plus, je ne m'accordais aucun espace de respiration, alors même que j'étais beaucoup plus bienveillant envers mes salariés, mes collaborateurs. Donc tout ça pour dire que, être entrepreneur, c'est pas forcément, une vie, plus facile, plus simple, plus agréable, plus libre. C'est juste que, c'est, une vie, dont on choisit, chacune des contraintes, chacune des facettes, dont on peut organiser le temps un petit peu comme on le souhaite et surtout si on a une famille, je pense qu'il faut considérer, sa boîte comme un nouveau membre, de sa famille, tu vois? C'est presque une réflexion qu'il faut avoir, ensemble avec ses proches, parce que ça nécessite aussi peut-être, à certains moments de faire des concessions, que ce soit en termes de temps de travail, d'argent, de risques. Et donc, ça me semble important de pas faire ça tout seul dans son coin et d'avoir, la l'ouverture, de mettre à plat, ses peurs, ses craintes, ses envies aussi, ses passions et puis, d'en parler autour de soi, à ses amis, à ses parents, à sa famille, à ceux qu'on aime, et de voir ça vraiment comme, tu vois, on parlait avant de démarrer la masterclass,
des chiens. Je viens d'adopter un petit chiot et, euh, et tu vois, avoir un chien, ben, euh, quelque part c'est facile, tu vois, t'as juste à l'adopter et en même temps c'est une grande responsabilité parce que tous les jours il va falloir le sortir, le promener, même si parfois il fait pas beau, qu'il fait froid, que t'as pas envie. Euh, et, euh, et donc je pense qu'il faut vraiment à la fois avoir conscience ben, de tout ce que ça implique et en même temps ne pas être bloqué par toutes ces conséquences, toutes ces peurs qui peuvent être liées. Et donc de pas tomber dans ce dans cette dans ce côté un peu paralysé où tu restes dans cet entre-deux. Je pense que c'est bien de prendre en compte les dangers potentiels, mais pas s'arrêter à ces dangers, plutôt les voir comme une vision globale de la situation et pas comme des excuses pour ne pas se lancer. Et donc, j'aime bien pour essayer de dynamiter un peu les peurs qui nous empêchent d'avancer. Il y a un exercice que je trouve intéressant de Pierre David, de l'Académie de la haute performance, qui parle de dépolarisation. Et en substance, il dit qu'en fait tout ce qui arrive dans la vie, eh bien en fait était nécessaire, que tout participe d'une façon ou d'une autre à nous faire atteindre et à nous réaliser, à nous faire atteindre ce qu'on est censé atteindre et ce qu'on est censé devenir. Moi, j'appelle ça la théorie du puzzle. C'est que je me suis aperçu dans ma vie que j'ai traversé des choses qui étaient vraiment difficiles à certains moments, dont je percevais pas forcément le sens. Et lorsque je regarde avec le recul ces parcelles de ma vie, je m'aperçois qu'elles prennent, qu'elles s'emboîtent parfaitement avec les autres pièces du puzzle de ma vie et qu'elles sont constitutives de ce que je suis devenu aujourd'hui. Donc déjà, c'est rassurant, tu vois, de se dire que cette aventure dans laquelle on va se lancer, quel que soit le résultat, quelles que soient les difficultés, de toute façon, elle participera à nous faire grandir et à nous permettre de devenir la personne qu'on est censé être. Donc, ça fait déjà un peu descendre le poids de cette nécessité de réussir. Tu vois, je pense que la plus grande peur des entrepreneurs ou de ceux qui veulent se lancer, c'est la peur de l'échec. Et donc, cette polarisation autour de soit je réussis, soit j'échoue. Bon, bah, il y a cette phrase qui est connue en développement personnel, qui est de dire soit je réussis, soit j'apprends. Je suis assez d'accord avec ça, et je pense que c'est un petit peu plus profond même que ça, dans le sens où quand tu essaies d'anticiper l'avenir, tu vois les choses comme bah, potentiellement si j'échoue un énorme point noir, comme si ta vie elle s'arrêtait après. Tu peux d'ailleurs avoir ce type d'expérience pour des gens qui ont jamais créé de boîte, mais qui ont peut-être, enfin, qui ont certainement vécu des choses difficiles dans leur vie, une conversation inconfortable, quelque chose qui te fait particulièrement peur, etc. Eh bien, quand tu penses à ça, tu te dis ah, ça prend toute la place dans ton esprit, et puis tu te dis putain, si ça se passe pas bien après. Tu t'arrives pas à voir la suite, t'arrives pas à voir au-delà, tu vois, comme si tout le champ de vision était brouillé après. Et pour autant, une fois que tu as passé ce moment, même si parfois tu as réellement eu peur, tu vois. Moi, j'ai fait des pitchs devant des gens, etc. Et les premières fois, même si je suis quelqu'un qui a plutôt confiance en lui, bah, j'étais terrorisé et j'ai pas toujours été aussi bon que ce que j'aurais aimé être. Mais pour autant, quand je regarde ces moments-là avec le recul, ah, c'est juste un battement de cils dans l'histoire de ma vie. Ça prend pas l'énorme point noir sur ma timeline que je pensais que ça prendrait. En fait, tout a continué et puis c'est juste un tout petit fragment de mon histoire et un petit fragment qui en plus m'a rendu plus fort. Et d'ailleurs, tu vois, récemment, j'ai tourné pour qui va être mon associé. Bah, potentiellement, j'ai dû pitcher devant des investisseurs, il y avait les caméras, etc. Et donc, c'est quelque chose qui aurait pu me faire peur. Mais en réalité, ça s'est super bien passé et ça m'a pas du tout fait peur parce que avant ça, bah, j'ai eu plein de situations dans lesquelles j'ai été challengé, dans lesquelles j'ai dû pitcher devant des gens, dans lesquelles j'ai pas toujours été bon, justement, dans lesquelles j'ai dû surmonter ma peur. Et donc, euh, au-delà du fait de ne pas avoir eu l'importance dramatique, je pensais que ça pourrait avoir, petit à petit, ça a forgé ben, des capacités, des soft skills qui vont perdurer pour tout le reste de ma vie. Donc finalement, l'aventure entrepreneuriale, elle permet aussi, comme je le disais tout à l'heure, de se développer en tant que personne, de grandir. C'est presque une masterclass. Et c'est normal de faire des erreurs, c'est normal d'échouer. Et tout ça participe à nous faire grandir et développe des soft skills et même des hard skills qui vont être transférables dans plein d'autres choses, que ce soit d'autres entreprises, que ce soit si on veut se remettre dans le salariat plus tard, etc. Et d'ailleurs, tu vois, quand j'ai créé mes premières boîtes, j'ai toujours été bon pour détecter des opportunités. Il y en a plein qui ont marché, il y en a d'autres qui ont pas fonctionné.
Et, et tu vois, je me demandais toujours si je faisais les bons choix. Tu vois, ma famille, elle me poussait plutôt à faire des études de droit ou une école de commerce. Et moi, j'avais choisi de tout quitter et de suivre ma voie. Et quand j'étais dans une traversée du désert, je me disais, putain merde, en fait, il avait peut-être raison. J'aurais peut-être dû faire ces études de droit dont il me promettait que ça me permettrait de faire tout ce que je veux ensuite, etc. Et peut-être que j'ai eu tort de suivre ma passion et cette espèce de feu intérieur qui me disait que moi j'avais juste envie de créer des choses grandioses. Et, euh, et donc voilà, donc j'avais ces moments de doute. Et, et aujourd'hui, après 20 ans à créer des trucs, ben j'ai une confiance absolue dans ma capacité à entreprendre et c'est une valeur incroyable parce que euh, en fait, ça supprime toutes les peurs de la vie. C'est-à-dire que, tu vois, je viens d'une famille qui avait pas beaucoup d'argent. J'ai vu mes parents se serrer la ceinture, manquer, etc. À plein de moments. Et donc moi, l'argent est toujours quelque chose qui m'a fait un petit peu, qui m'a fait un petit peu peur. Et donc ma réaction face à ça, c'était d'essayer d'accroître mon capital en me disant, ben, plus j'aurai d'argent, plus je me sentirai en sécurité. Et aujourd'hui, bon, bah, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir suffisamment d'argent pour pas être stressé vis-à-vis de ça, mais surtout, j'ai développé un capital intangible qui est 100 fois plus riche et 100 fois plus important, qui est que je suis certain, mais vraiment certain au plus profond de moi-même, que quoi qu'il arrive demain, même si je perds absolument tout, et c'est pour ça que j'ai pas peur de tout miser, même si je perds absolument tout, je saurais reconstruire quelque chose en quelques semaines sans aucun problème, avec la certitude de réussir parce que j'ai développé ben, cette confiance déjà en mes capacités, en mes connaissances, en mon expérience, un réseau qui est aussi quelque chose d'extrêmement riche. On pourrait y revenir, mais c'est quelque chose d'extrêmement précieux et d'extrêmement puissant. Et, euh, et donc voilà, je ferais vraiment recommencer à partir de zéro, même me faire embaucher chez McDo comme vendeur. Je suis sûr qu'en quelques mois, je deviendrai manager et puis je rachèterai un McDo et puis j'en créerai trois, quatre. Et voilà. Et ça, c'est une forme de liberté intérieure qui est géniale parce que, ben, voilà, j'ai vraiment dynamité, cette peur de manquer. Et ouais, j'aime bien cette citation de Steve Jobs, justement dans cette logique de dire que, ben, tout ce qui arrive au final, même si on n'en perçoit pas toujours le sens, finit par nous faire évoluer vers, la personne qu'on est censé devenir et devait arriver quelque part. Et donc, 10 ans après avoir fondé Apple, il avait recruté un CIO pour l'aider à diriger une boîte qui avait 4000 collaborateurs. Et un an plus tard, ce gars qu'il a engagé a convaincu le board de le dégager. Donc il s'est fait virer par le gars qu'il a recruté. Faut quand même le faire, quoi. Donc évidemment, sur le moment, c'était une tragédie pour lui. Et puis pourtant, plus tard, il a dit, il n'avait pas vu sur le moment, mais il s'avérait que se faire virer d'Apple était la meilleure chose qui ait pu lui arriver. La lourdeur du succès a été remplacée par la légèreté d'être un débutant à nouveau, mais sûr de tout. Cela m'a donné la liberté d'entrer dans la période la plus créative de ma vie. Et donc, c'est à cette époque-là qu'il a fondé Pixar, qui a développé le premier film d'animation de l'histoire, puis Next, qui a fini par signer son retour triomphal chez Apple. D'ailleurs, Apple qui avait commencé à se péter la gueule sous l'égide de ce CIO qu'il avait dégagé. Et quand Steve Jobs est revenu un peu comme le Messie, et ben il a pété tout et il en a fait la boîte la mieux valorisée du Nasdaq. Donc c'est assez incroyable comme consécration. Et, euh, et voilà. Et donc, je te parlais de Pierre David tout à l'heure, de l'Académie de haute performance et de cette logique de dépolarisation. Donc, comme je le disais, on a tendance à polariser le poids de nos décisions en se disant bah, déjà que c'est noir ou blanc, et puis de mettre énormément d'emphase sur le fait de réussir et de se dire bah, si je réussis pas, enfin, ma vie est finie. Et donc, c'est dans ce contexte-là que Pierre David a développé cet outil. Il l'utilise surtout pour des athlètes olympiques qui justement dans cette tendance à polariser se disent que ils ont une obsession de la performance, ils se disent que s'ils n'ont pas la médaille d'or, tout est fini pour eux. Et en fait, ça crée tellement de pression, de stress et de tension pour eux que sur le moment, ils sont pas capables de donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils sont obnubilés par le poids de la réussite. Et la dépolarisation, l'idée, c'est de trouver 50 avantages à échouer et 50 inconvénients à réussir. Donc, par exemple, pour un athlète olympique qui se présente au JO, ben, les avantages d'échouer, ça pourrait être peut-être de moins voyager,
et par conséquent d'avoir plus de temps à consacrer à sa famille, à ses enfants. Ou alors du temps pour peut-être apprendre à jouer de la guitare alors que ça fait des décennies qu'il a envie d'apprendre à faire ça. Et donc tu vois toutes ces petites choses auxquelles tu n'aurais pas pensé parce que toi, si tu fais pas cet exercice-là, tu te dis bah non, c'est le truc le plus important de ma vie, il faut absolument que je le fasse, tu vois. Et donc là, ça aide vraiment à descendre le poids de la nécessité de réussir en mode bah ok, même si je réussis pas, même si ce plan il se passe pas tel que je l'avais prévu, il y a plein d'avantages collatéraux auxquels j'avais pas forcément pensé, qui peuvent être intéressants. Et ça a deux avantages, le fait de faire cet exercice. Donc, trouver 50 avantages à échouer et 50 inconvénients à réussir. C'est que d'une part, ça diminue cette peur de se lancer, et par ailleurs, ça permet de vérifier qu'on est vraiment prêt à le faire aussi, parce que ça t'oblige à anticiper les sacrifices que tu devras éventuellement faire. Parce que tu vois, par exemple, dans les avantages qu'on peut trouver à pas réussir, eh bien, euh, ou dans les inconvénients pardon qu'on peut trouver à réussir, ben, il pourrait y avoir le fait que la réussite, ça implique parfois beaucoup de travail, des semaines de 80 heures, et beaucoup d'engagement, de responsabilité, ou peut-être le fait de recruter des salariés, des collaborateurs et de devoir les manager alors qu'on déteste ça. Enfin, voilà, donc il y a aussi plein d'effets collatéraux auxquels on pense pas forcément. Et moi, tu vois, je me suis déjà retrouvé piégé à créer des boîtes qui se sont avérées très très bien fonctionner alors que j'avais pas anticipé qu'elles fonctionneraient à ce niveau-là, et puis me retrouver obligé quelque part à poursuivre mon travail pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans de ma vie, alors même que c'était pas un projet qui répondait profondément à mes valeurs, à mon engagement, à ma mission, à ce qui était important pour moi, tu vois. Donc on on n'est jamais à l'abri d'une grande réussite, mais tout ça pour dire que la réussite, elle est pas toujours tu vois, au début, on a tendance juste à focaliser sur l'aspect financier, à se demander est-ce que ça sera rentable, est-ce que je pourrais en vivre. Mais la réussite, elle implique plein de choses. Et c'est important de se poser les questions de est-ce que j'ai envie de réussir, tu vois? Et est-ce que j'ai envie de réussir dans cette entreprise pendant aussi longtemps, etc. Mmh. Ah, euh, Je ouais, je je vas-y. je résume, ouais, je résume, je rebondis pour les élèves qui vont écouter, tes propos parce que je pense que c'est c'est tellement énorme. Enfin, c'est un cadeau que tu leur dises ça. C'est vraiment il y a des pépites à chacune de tes phrases et c'est la grosse pépite là, il me semble, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une aventure. Et dans une aventure, il n'y a pas de le but d'une aventure, c'est moins d'arriver à une destination, c'est moins d'atteindre des objectifs que de vivre l'aventure. Véritablement, il n'y a pas un échec ou une réussite. C'est pas la condition en fait de votre aventure, c'est pas l'atteinte d'un quelconque objectif. Partir en randonnée, vous partez en randonnée. C'est pas parce que vous atteignez un sommet en vue ou pas. C'est des cadeaux en plus ça. Et le fait d'atteindre un sommet, il y a des conséquences. C'est qu'il faut redescendre. Et parfois c'est chiant la redescente. L'atteinte d'un sommet, ça a des conséquences aussi. Et donc vraiment garder en tête que comme tu l'as très bien expliqué dans ton passage, sur M6, et les autres choses par rapport à l'échec, par rapport à la réussite. Je vais citer Ido Portal que je cite souvent dans les cours du centre de l'Hormèse, mais il parlait, des écoles je crois en Suède. Tu sais, beaucoup d'écoles, ont rendu bulletproof, sans danger, les cours de récréation. Tu sais, en mettant au sol des revêtements. Mmh. Ouais, ils les ont fait safe, tu vois, pour les enfants, safe. C'est-à-dire, c'est du caoutchouc au sol pour pas qu'ils se fassent mal. Et ben, ils ont fait un rétropédalage il y a peu de temps parce qu'en fait le safe était not safe. Le safe, le fait que ce soit sécurisé avec du caoutchouc, en fait, ça rendait les enfants, faibles. C'est-à-dire, ça les empêchait de tomber. Ça les empêchait «d'échouer» entre guillemets, d'avoir mal. Et ça impacte en fait sur le long terme l'esprit d'un individu, de pas savoir tomber. Et les psychologues vont plus loin en disant ça nous crée en fait les psychopathes actuels qui, au bout d'un moment, pètent un câble et prennent une arme et font une tuerie. Le fait même que dans l'enfance, tu n'apprennes pas à tomber. Donc apprendre à tomber, c'est pas échouer, c'est se casser la figure. L'entrepreneuriat que tu viens de nous décrire, c'est ça, c'est n'ayez pas peur de tomber. Parce que c'est en tombant, en fait, que vous allez progresser. Et vous développez, comme tu l'as dit, des soft skills, etc. Donc, ne pas avoir peur de ne pas se tromper, de ne pas avoir peur de se tromper, c'est pas pareil que ne pas avoir peur de ne pas réussir. N'ayez pas peur. Et comme tu l'as très bien dit par ce petit jeu là des 50 avantages et 50 inconvénients, ça permet vraiment de mettre,
de mettre en place toutes les idées qu'on se fait de la chose. Et est-ce que c'est fait pour moi? Il y a vraiment des conséquences à réussir. Tu es en train de le vivre avec Féroce, qui est une grande réussite, mais heu, heureusement que tu étais armé. Heureusement que tu avais toutes ces com ces voilà, ces aptitudes que tu as développées au bout de tant d'années parce que, ça t'a permis de mener cette barque que tu es en train de mener, avec Féroce, heu, d'une main vraiment expérimentée, comparativement à si tu avais fait ça il y a 15 ans, quoi. Complètement. Bah, écoute, tu as parfaitement résumé, les choses et je vais ajouter deux petits éléments, outils. Il y en a un sur lequel je vais revenir parce que c'est vraiment, inhérent à ma façon d'entreprendre. C'est de voir les problèmes comme des cadeaux. Tu vois, justement, si tu as peur d'échouer, tu vas essayer de minimiser le risque et de minimiser les problèmes que tu peux rencontrer. Alors qu'au contraire, les problèmes t'aident à mettre, la loupe, la lumière sur ce qui est vraiment important et ce que tu dois développer à un instant T. Donc moi, au contraire, je vois les problèmes comme des cadeaux parce que ça m'aide à détecter les goulots d'étranglement, qui, vont permettre le développement de ma boîte et c'est en les dynamitant, donc c'est en mettant en place des ressources, des solutions créatives pour les résoudre, que je crée petit à petit des assets, c'est-à-dire des skills pour ma boîte durables. Donc c'est pas seulement, un patch, un pansement pour résoudre un problème, au contraire, c'est petit à petit les briques et les fondations qui vont construire l'entreprise. Mmh. Donc c'est vraiment et ça, je pense que c'est assez propre à ma façon, d'entreprendre qui est une, une une, heu, une perspective, heu, fondée sur l'itération et l'adéquation avec le marché, la réponse avec le marché plutôt que la création d'un plan stratégique, initial, et préexistant. Et donc le marché me guide, vers, les choses sur lesquelles je dois consacrer mon énergie, mon attention, mon argent, mes ressources. Et voilà. Et donc si tu as une posture de peur où tu essaies d'anticiper, les risques et les problèmes, ben, naturellement, tu vas avoir tendance à créer des choses dans le vase clos de tes pensées, de ta tête, de tes idées, qui vont probablement, ne répondre à aucun besoin ou problématique, du moment. Tu vois, par exemple, si on prend l'exemple de Pharos, tu vois, si j'avais fait un plan stratégique, je me serais dit: «Bah, mon principal problème, ça sera certainement de convaincre les gens de manger un steak haché avec des abats à l'intérieur, alors que tout le monde déteste les abats». En réalité, ça a pas du tout été ça mon problème. Mon problème, ça a été de trouver suffisamment, d'élevage, qui soit 100 à l'herbe. Bon, bah, voilà, tu vois? Et donc j'aurais pu passer des mois, tu vois, dans ma tête à trouver des solutions à quelque chose qui s'est jamais présenté, plutôt que de consacrer ce temps à ce qui était réellement, ce qui allait limiter le développement de la boîte. Donc ça, c'est le premier élément. Et le 2e élément, c'est une matrice de risque que je trouve, très intéressante que j'ai utilisée notamment, avec mes enfants, mais qui s'applique, à tous les domaines de la vie, y compris à l'entrepreneuriat, à l'alpinisme ou absolument ce que tu veux. Tu prends 2 axes, un, qui, définit le risque et l'autre le danger. Et donc il y a des choses qui sont extrêmement, dangereuses et très peu risquées et des choses qui sont très risquées et très peu dangereuses. Donc pour schématiser et illustrer ce concept, on va prendre un exemple. Marcher sur, une poutre, de 3 centimètres de large et de 10 centimètres de hauteur, c'est très, très risqué, mais absolument pas dangereux. Très risqué parce qu'il faut beaucoup d'équilibre pour pas tomber, mais c'est très peu dangereux parce que si tu tombes de 10 centimètres. À l'inverse, marcher sur un mur qui fait 1 mètre de large à 20 mètres de haut, c'est extrêmement dangereux parce que si tu tombes, tu meurs. Mais par contre, c'est très peu risqué parce qu'il fait 1 mètre de large et a priori, il y a très peu de chances que tu tombes. Et donc, je pense que c'est intéressant de jouer sur ces deux curseurs et d'éviter les situations qui sont à la fois très dangereuses et très risquées. Donc à chaque fois, essayer, de faire soit des choses qui sont très risquées et peu dangereuses, soit peu risquées, et très dangereuses. Et donc je fais ça avec mes filles, tu vois? Par exemple, ben, très tôt, avant même qu'elles sachent marcher, elles montaient les escaliers et cetera et parce que je me disais: «Bon, bah, voilà, dans le pire des cas, elles dévalent, les marches, en partant du sol. Donc elles partent pas d'un point très, très haut. Elles vont peut-être se faire un petit peu mal, au pire, elles se cassent un bras, mais elle va pas mourir, tu vois? Ou je les laissais escalader des choses, des tables, des trucs comme ça et voilà, au maximum, elle tombait de 1 mètre de hauteur et d'ailleurs, Lucie s'est fait plein de bosses sur la tête, mais jamais de choses, vraiment, vraiment graves, tu vois? Et grâce à ça, ben, ça lui a donné un cadre d'autonomie, d'exploration du monde, de découverte du monde, qui fait qu'aujourd'hui, bah, je trouve que sur l'aspect, moteur, même sur son interaction avec le monde et cetera, elle est hyper aventurière, elle se sent très à l'aise et puis,
et puis, si elle se fait mal, elle va pas en faire toute une histoire parce que ça lui est déjà arrivé, elle s'est construite comme ça, tu vois? Et moi, en tant que parent, malgré tout, ben, j'avais pas l'impression d'être un je sais que ma mère, qui est un petit peu plus, hypocondriaque, elle était surprise de tout ce que je la laissais faire et hem et en même temps, bah, moi, j'avais la sensation d'avoir suffisamment de maîtrise justement dans cette matrice pour, que jamais je ne mette, sa vie en danger. Donc je lui laissais une autonomie totale d'exploration du monde, sans risquer sa vie. Tu vois? J'ai pas envie de risquer la vie de ma fille, sous l'autel de son exploration et je pense que c'est ça mon rôle de parent, trouver ce juste équilibre entre suffisamment de liberté, d'exploration et en même temps, ben, préserver, ses, c'est son intégrité physique. Bon, bah, voilà, bah, je pense que c'est quelque chose qui est applicable à plein de domaines dans la vie, et plein de et qui aide à cadrer et à rationaliser, la prise de risque réelle de ce qu'on fait. Mmh. Et ça m'emmène directement à un autre élément et une remarque qu'on me fait souvent. On me demande, combien d'argent est-ce qu'il faut pour entreprendre? Heu et donc je pense vraiment que l'argent, c'est un outil, mais pas une fin en soi. Moi, j'ai créé la plupart de mes boîtes, sans argent, à la base, justement en détectant des opportunités et puis en créant, des concepts avec des bouts de ficelle. C'est d'autant plus facile aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, et puis, tous les outils à notre disposition. Moi, je me souviens quand j'ai créé ma première boîte, j'avais dû aller voir un cabinet comptable, pour faire un prévisionnel, pour aller voir un banquier pour ouvrir un compte bancaire. Je lui demandais même pas d'argent, j'avais juste besoin d'ouvrir un putain de compte bancaire. Rien que ça m'avait déjà coûté, des milliers d'euros, et un temps fou, quoi. Aujourd'hui, tu vas sur LegalStart pour 250 €, tu as ouvert une SAS, tu vas sur Conto pour, 19 € par mois, tu as ton compte bancaire pro et paf, tu es prêt à commencer. Avec, tu vois, on parlait de Féroce, ben, au début, j'avais pas d'argent, ou de temps et cetera, pour faire des photos, des packshots professionnels qui m'auraient coûté des milliers d'euros. Bah, j'ai tout fait avec l'IA. Toutes les photos produits, des pages de Féroce étaient faites avec l'IA. Tu as des outils comme, Shopify. L'abonnement, il coûte, standard, il coûte 29 € par mois. Ça te permet d'avoir, un site e-commerce avec, un contrat de VAD, c'est-à-dire une passerelle de paiement qui permet de recevoir des paiements de clients. Là, encore une fois, à mon époque, je te parle de ça il y a 20 ans, pour avoir un contrat de VAD avec ta banque, juste pour recevoir des paiements bancaires, par carte bancaire, c'était la croix et la bannière et tu devais amener 50 000 garanties. Et donc même sans passer par Shopify, tu as des trucs comme Stripe et cetera. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, tu as vraiment une tonne d'outils, que ce soit pour la comptabilité, les comptes en banque, la création. Tu peux faire des sites internet avec des WordPress, même maintenant tu as des trucs automatisés, avec de l'IA, Lovable et cetera. Tu as plein d'outils no code. Tu peux même faire des applications. J'ai vu des gens qui faisaient des trucs de dingue, des applications quand même, enfin poussées, qui auraient coûté, des centaines de milliers d'euros à développer, qu'aujourd'hui tu peux créer, simplement avec un prompt, quoi. C'est juste stratosphérique ce qu'il est possible de faire. Donc l'argent, c'est vraiment pas un facteur limitatif et je dirais même que, c'est presque un danger d'en avoir trop. Tu vois? Parce que, c'est un truc que j'ai constaté quand j'ai fait des levées de fonds, donc notamment dans ma précédente boîte. À un moment, j'ai levé, 3 000 000 et puis, heu, on va revenir si on a le temps, à toute fin d'information, où je vous raconterai un peu le monde des licornes, des startups, de levée de fonds. Je pense que c'est un truc intéressant, donc je vais pas trop approfondir sur le sujet, mais toujours est-il que tu lèves de l'argent pour réaliser un plan et donc ensuite, le but c'est d'accélérer, d'être le premier à prendre ton marché et donc tu es dans un milieu qui est très compétitif avec de très grosses ambitions et donc tu te mets à dépenser beaucoup d'argent, avec une maîtrise, qui est, relative, on va dire, et donc voilà et donc moi j'ai levé 3 000 000 en 2019. L'année suivante, il y avait le bilan et donc j'ai clôturé à moins 700 000. On avait perdu 700 000 € alors que l'année d'avant, on faisait, des EBITDA et cetera, quoi. 700 000 € de perte, hein. Je parle pas de manque à gagner, je parle de perte, de déficit. Donc ça peut vraiment aller très vite. Donc je pense que j'aime bien dire ça, que l'argent est un catalyseur de risque. Donc d'une certaine façon, mieux vaut ne pas en avoir. D'autant plus que le fait de pas en avoir, bah, ça t'oblige à être beaucoup plus intelligent, dans la recherche, d'idées, de solutions un peu créatives et cetera et c'est cette créativité qui va te donner des avantages concurrentiels pour la création de ton produit. Parce que si tu veux, avec de l'argent, tu vas très vite déléguer tout ce qui te fait chier, tu vois? Bah, tiens, j'ai envie de faire un site, mais je sais pas le faire, bah, je vais déléguer à un tel et puis voilà et donc tu te retrouves avec 10 agences, qui te font ceci, qui te font cela. Tu dépenses plein d'argent pour ton produit parfait, mais en réalité,
toute l'économie de temps, et d'énergie que tu as mis à faire les choses par d'autres, eh bien, tu vois, on parlait d'aventure tout à l'heure, c'est autant d'itérations que tu as pas menées, c'est autant de d'idées, que tu aurais pu trouver par sérendipité, c'est autant d'obligations que tu aurais eu, d'interagir avec ton marché. Parce que quand tu as pas d'argent, tu as quand même une espèce d'urgence de sortir rapidement quelque chose, d'essayer de générer un peu d'argent pour pouvoir continuer à développer. Parce que sans cash, ben, tu peux pas continuer à réaliser ton projet et ta vision. Tandis qu'avec de l'argent, bah, tu peux continuer à essayer de faire ton produit parfait. Et puis en fait, j'en parlais tout à l'heure, tu travailles un peu en vase clos dans ta tête, d'essayer de faire un produit qui répond parfaitement à l'idée que tu t'en fais dans ta tête, alors qu'il serait 1000 fois plus efficace si tu étais fitness avec ton marché. Et donc, si tu avais rapidement créé un petit POC pour tester, et avec voilà, avec des petits bouts de ficelle, et puis ensuite tu bootstraps, t'as quelques retours clients, tu gagnes un petit peu d'argent, et puis petit à petit, bah, tu développes et t'améliores, et quelque part